Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors la dernière expression que nous avons vue dans la dernière vidéo est assez suggestive. En effet, Q2 moins Q1 delta T, Q2 moins Q1 sur delta T est l'analogue de la vitesse Q dot. Et l'exponentielle se réduit à I delta T L Q dot, où L est la fonction de Lagrange L Q dot égale 1 demi M Q dot carré moins V de Q. Plus précisément, soit Qt' la trajectoire de Q1 à Q2 durant l'intervalle de temps T à T plus delta T. Selon la mécanique classique, c'est-à-dire obéissant au principe de moindre action, comme on vient de le voir, à la limite delta T tend vers 0, seul importe la relation, la valeur du noyau pour Q2 dans le voisinage de Q1, dans un domaine d'ordre delta T sur M exposant 1 demi. La phase de l'amplitude de transition est alors équivalente à l'action I de 1 égale l'intégrale de Q1T à Q2 T plus delta T de dt fois dt' fois LQ Q dot. Action évaluée le long de la trajectoire classique Q1T de Q1T à Q2 T plus delta T. Cette dernière n'est pas très différente d'un chemin linéaire, c'est-à-dire Qt', pour un delta T très petit, le fragment de trajectoire est environ linéaire et peut s'écrire 1 plus T moins T' sur delta T, Q1 plus T' moins T sur delta T fois Q2. Donc, on n'a que I de 1, c'est environ égal à M demi fois Q2 moins Q1 carré sur delta T moins l'intégrale de T à delta T, de T à T plus delta T, de dt' V de Q de T'. C'est-à-dire environ M demi fois Q2 moins Q1 delta T, Q2 moins Q1 carré sur delta T, moins delta T fois V de Q1. Le potentiel varie très lentement pendant ce tout petit intervalle. Et donc, l'amplitude Q2 T plus delta T Q1 est égale à la limite quand n tend vers l'infini de l'intégrale produit de 1 jusqu'à n-1
des dqi fois le produit de 0 jusqu'à n-1 fois, excusez-moi, je vais trop vite, donc l'amplitude Q2T plus delta T Q1T est environ égal à M fois E exposant moins pi demi sur 2pi delta T exposant 1 demi fois E exposant I fois I Q2T plus delta T Q1 de T. À la limite, quand delta T tend vers 0, on contrôle que cela se réduit à delta Q2 moins Q1. Donc c'est OK. Pour un intervalle de temps fini, donc plus un petit intervalle de temps, le principe de superposition nous permet alors d'écrire Q QTF en TF, QTI en TI est égal à la limite quand n tend vers 0 de l'intégrale du produit de 1 jusqu'à n-1 dqi fois le produit de 0 jusqu'à n-1 jusqu'à n, pardon, non, jusqu'à n-1 de qi plus 1 ti qi ti avec ti est égal à 1 est égal à T1 plus I sur N fois TF moins TI. Donc on découpe l'intervalle de temps hein, en n petites fractions avec T0 égale T1 et Tm égale Tf. Donc on a appliqué ce qu'on a trouvé en découpant l'intervalle de temps en petites tranches. Et donc, QFTF, QITI est égal à la limite quand n tend vers 0, intégrale de produit de 1 jusqu'à n-1 de dqi de nm e exposant moins pi demi, n fois m fois e exposant moins pi demi, divisé par 2pi tf moins ti, exposant 1 demi, fois exponentielle de i intégrale de ti à tf de L de dt L de q dot. Il est donc clair que
la phase originale est réellement la somme des phases, c'est logique, les phases s'additionnent, I est égal à I de n-1 plus I n-1, n-2, etc. jusque I de 1, 0. C'est-à-dire que l'action est calculée le long d'un chemin TI, T1, T2, etc. Tn-1, Tf, avec le temps s'écoulant dans ce sens-là, la position Q dans ce sens-là, on va avoir QI, l'instant initial, et un chemin brisé, Q1, Q2, avec Qn-1 et Qf. Et bien sûr, on fait l'intégrale ici, la première intégrale, et c'est la somme sur tous les chemins en ligne brisée entre les deux, le point initial et le point final, et on fait tendre n vers 0, c'est-à-dire qu'on tend vers des courbes continues. Quand l'intervalle delta t, qui est tf moins ti, sur n tend vers 0, il est concevable qu'on obtienne l'action le long d'un chemin arbitraire. Définir précisément l'ensemble de fonctions q de t qui contribuent essentiellement à cette limite, c'est un travail mathématique qui est tout à fait non trivial. Pour v de q qui est suffisamment régulier, ce que le cas d'un polynôme, on les appelle des fonctions lipschitziennes d'ordre 1,5 dans notre cas, ce qui signifie que qti moins ça signifie que la différence entre ti plus 1 et qti, la différence entre deux positions, est bornée par une constante fois, donc entre qt' et qt, entre deux points, la différence est bornée par une constante fois t' moins t exposant 1,5. Alors je renvoie à la littérature sur ce point technique assez difficile, parce que justifier des trajectoires à prendre en compte dans un espace fonctionnel, c'est pas simple. C'est des mathématiques assez pointues. Mais pour un physicien, on peut continuer sans trop s'inquiéter de définir précisément exactement toutes les trajectoires dont on aurait besoin dans ce calcul d'intégrale. Et on verra qu'on va réussir à extraire une quantité assez surprenante d'informations, de formules telles que celle-là, sans avoir besoin d'analyser plus en détail les implications de la limite de n tend vers l'infini. Et on va utiliser la notation raccourcie QFTF, QITI est égal à l'intégrale de dq des rondes, dq, fois exponentielle i intégrale ti ATF de dt LQ Q dot, calculé donc selon une trajectoire dq, une trajectoire Q bien déterminée. La mesure sur l'espace fonctionnel des trajectoires, Q de t, qu'on note ici des rondes Q, inclut le produit des facteurs de normalisation m fois e exposant moins i pi demi sur 2 pi delta t exposant 1,5. Et Q de t est restreint par les conditions limites. Q de ti égale QI et Q de TF égale QF, position initiale et finale fixée. Une propriété cruciale de l'intégrale de chemin
reflète le principe de superposition. Elle implique que si T est compris dans l'intervalle entre TI et TF, on doit avoir que intégrale dQ fois E exposant I, IFI est égal à l'intégrale sur dQt, donc sur une variable cette fois-ci, fois d ronde Q fois E exposant I ft fois l'intégrale d ronde Q E exposant IFT et E exposant petit i, TI. Donc, l'amplitude totale, c'est l'amplitude sur le produit des amplitudes sur chacune des deux portions avant et après le temps t, et on fait la somme sur tous les points t intermédiaires possibles. Donc, si on a un ensemble, la somme se fait sur toutes les trajectoires possibles. Si on a un point intermédiaire, on fait la somme sur tous les chemins jusqu'au point intermédiaire, fois tous les chemins sur la deuxième partie, et on fait la somme sur tous les points possibles, avec toutes les trajectoires, ce qui redonne bien l'ensemble de toutes les trajectoires possibles. Si h bar est réinséré, parce qu'on l'avait posé égal à 1 implicitement, s'il est réinséré dans ces expressions, l'intégrand devient E exposant I petit i fois grand I sur h bar. La limite classique h bar tend vers 0 implique naturellement l'évaluation de l'intégrale de chemin par la méthode de phase stationnaire. De cette manière, les trajectoires classiques correspondent aux extrémas de l'action. Cette représentation de la mécanique quantique conduit donc de manière immédiate au principe dynamique de la notion de la mécanique classique, comme un cas limite. Donc en somme, l'intégrale quantique, c'est la somme sur tous les chemins possibles, tandis que pour le cas classique, un seul chemin, celui dit de phase stationnaire, l'extréma, correspond à la trajectoire classique. Si la trajectoire classique de QI à QF est unique, on s'attend à ce que, à un facteur de normalisation près, lorsque h bar tend vers 0, on doit avoir que l'amplitude FI tend pour h bar tend vers 0, vers E exposant I sur h bar fois I FI, avec la seule trajectoire pour l'action. La mécanique quantique peut alors être interprétée comme impliquant des fluctuations autour de cette trajectoire classique. C'est-à-dire qu'on a la trajectoire unique pour la mécanique classique, pour laquelle on calcule l'action qui est extrémale, tandis qu'en mécanique quantique, on va avoir toutes les trajectoires possibles. On a une trajectoire classique extrémale, on va avoir d'autres trajectoires de toutes sortes, et en mécanique quantique, on fait la somme sur toutes ces trajectoires, la principale restant la trajectoire classique puisqu'elle est extrémale. Voilà, donc c'est une vue très intéressante de la mécanique quantique versus la mécanique classique. Et les intégrales de chemin offrent vraiment un lien très fort entre cette représentation de la mécanique analytique, de la mécanique classique et la version quantique. Voilà, nous continuerons l'analyse dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.